La saison d'alpinisme se termine. Elle est très brève, et nous avons appris qu'un homme d'Arizona est mort en gravissant l'Everest cette saison. Le 21 mai 2026, au cœur de la zone de la mort de l'Everest, un homme de 53 ans regarde sa montre. Il est 17h, 33 heures et demie se sont écoulées depuis le moment où il aurait dû redescendre pour se mettre en sécurité. Son guide de Pioneer Adventures lui dit, le prévient, le supplie que s'il tente d'atteindre le sommet maintenant, cela pourrait lui coûter tout ce qu'il a. Et il le sait. Exactement un an auparavant, ce même homme est arrivé au camp 3, a réalisé qu'il ne se sentait pas bien et a pris la sage décision de faire demi-tour et de rentrer chez lui vivant. Mais aujourd'hui, après avoir été piégé pendant 19 jours, il fait un choix différent. Un choix incroyable qui va déclencher un véritable cauchemar et laisser sa compagnie de guide face à une réalité horrible qu'aucune société d'expédition ne veut avoir à supporter. Pourquoi un homme prudent a-t-il soudainement ignoré les règles pour continuer à grimper? Et comment un retard de 19 jours a-t-il transformé la saison 2026 de l'Everest en un piège étouffant et inévitable? D'un Sherpa vétéran qui était mort avant même que ses crampons ne touchent de la glace à un homme qui a survécu à la zone de la mort mais a été tué par ses lunettes de soleil. Les premiers décès sur l'Everest en 2026 sont presque incroyables. Bienvenue à la limite extrême. Donc, vers midi, le 4 mai 2026, Lakpa Dendi Sherpa marchait tranquillement vers le camp de base de l'Everest. À 51 ans, Lakpa n'était pas un touriste de l'Everest cherchant à rayer cette montagne de sa liste. L'alpinisme faisait partie de son ADN. C'est parce qu'il est né à Gudel Solukhumbu, la même région qui a vu naître certains des plus grands Sherpas de l'Everest. Et même s'il n'est peut-être pas exactement Tenzing Norgay, Lakpa avait passé plus de 2 décennies à aller plus haut que la plupart des humains n'iront jamais. Il avait participé à 30 expéditions à travers le Népal depuis 2001 et il s'était tenu au sommet du Makalu à 6 reprises. Pour vous donner une idée, le Makalu se trouve à seulement 19 km au sud-est de l'Everest et c'est la 5e plus haute montagne du monde avec plus de 8400 mètres d'altitude. Il avait même déjà atteint avec succès le sommet de l'Everest lui-même en 2017. C'était un vétéran. Pour cette expédition, il travaillait pour Seven Summit Treks, les plus grands organisateurs d'expéditions de toute la montagne. Cela signifiait donc qu'il allait faire monter et redescendre des clients étrangers sur la plus haute montagne du monde plus tard dans la saison. Mais pour l'instant, il ne faisait que marcher. Le sentier qu'il empruntait reliait Gorakshep, qui n'est en gros qu'un petit groupe de maisons de thé à 5200 mètres d'altitude, au camp de base de l'Everest. C'est un sentier pédestre, pas une voie d'escalade. Il a l'air accidenté, et bien sûr, il est rocheux et irrégulier, mais il est fondamentalement sûr. Aucune tour de glace ne menace de s'effondrer ni de crevasses sans fond dissimulées sous des ponts de neige. Des randonneurs puzzlent par ici chaque printemps. Je parle de personnes en chaussures de randonnée ordinaires, sans aucune expérience en escalade. C'est le même chemin que j'ai emprunté en mars 2024 et je ne suis pas un grimpeur professionnel. Pour un Sherpa du calibre de Lakpa, cette promenade équivaut à sortir chercher le courrier. Il ne devait même pas être essoufflé. Son objectif devait être d'atteindre le camp de base pour commencer le vrai travail d'expédition. Mais quelque chose a mal tourné. Sur ce chemin normal, ennuyeux et sûr menant au mont Everest, le Sherpa Lakpa Dendi est simplement tombé. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Les rapports sur ce qui s'est exactement passé sont compliqués. La déclaration officielle de son employeur, Seven Summit Treks, indique simplement qu'il a perdu connaissance et est décédé sur le sentier. L'officier de liaison sur place a déclaré aux médias locaux qu'il est simplement tombé. La police népalaise a ouvert une enquête, mais personne, du moins publiquement, n'a apporté de réponse claire. Ce qui est indéniable, c'est qu'un homme ayant participé à 30 expéditions et ayant passé sa carrière dans des endroits qui cherchaient vraiment à vous tuer est décédé avant même que la véritable ascension ne commence. Si vous pensez que la mort de Lakpa était tragique et troublante, ce qui s'est passé 6 jours plus tard a fait frissonner de peur tous les alpinistes expérimentés de l'Everest. Parce que le 10 mai 2026, un alpiniste népalais de 35 ans nommé Brijay Girmir se trouvait sur l'Everest et faisait ce que tout alpiniste sérieux de l'Everest fait lors des premières semaines de la saison.
Son plan était de grimper du camp de base à 17 600 pieds, en passant par la cascade de glace du Khumbu jusqu'au camp 1 à 19 900 pieds, puis de redescendre. Ceci s'appelle une rotation d'acclimatation. C'est en gros une répétition pour votre corps avant la véritable ascension. Vous montez, vous vous mettez à l'épreuve en altitude, puis vous redescendez. Ensuite, vous montez un peu plus haut et vous redescendez à nouveau. À chaque fois, votre corps réagit en produisant plus de globules rouges, ce qui vous permet d'extraire davantage d'oxygène de l'air raréfié. Si vous le faites suffisamment de fois, votre sang devient assez épais pour vous permettre de rester fonctionnel au-dessus de 7 925 mètres, là où l'air ne contient que un tiers de l'oxygène que vous trouveriez au niveau de la mer. Ce n'est pas glamour, mais c'est nécessaire. Et Biji Gomir le savait. Parce que, aussi discret qu'il paraissait, Biji avait une histoire d'alpinisme unique. D'abord, son genre était difficile à trouver ici. Il a été la première personne de la communauté Dalit à avoir jamais atteint le sommet de l'Everest. Si vous ne connaissez pas la communauté Dalit, elle se trouve tout en bas du système de caste du Népal. Ils ont subi des générations d'exclusion sociale, un accès limité à l'éducation, aux opportunités, à tout. Un plafond que la plupart des gens ne franchissent jamais. Et cet homme, l'un d'entre eux, avait brisé le plafond le plus visible qu'on puisse imaginer. Il s'était tenu au sommet du monde non pas une mais 3 fois, en 2016, 2019 et 2023. Il l'a même documenté sur YouTube car il était un YouTuber populaire qui filmait ses ascensions pour que le monde entier puisse les voir. Alors, lorsque Bijay est parti pour cette rotation d'acclimatation le 9 mai, c'était vraiment censé être une routine pour lui. Personne ne prêtait attention à son escalade. Bien que la cascade de glace du Khumbu puisse être dangereuse avec ses avalanches écrasantes et ses tours de glace qui s'effondrent, aussi grandes que des immeubles de bureaux, c'était un homme qui avait déjà vécu pire. On pourrait croire qu'il s'en sortira indemne. Bijay Girmir a traversé la cascade de glace en toute sécurité et se trouvait à l'abri du camp 1, à 19 900 pieds ce matin du 10 mai lorsqu'il s'est soudainement senti bizarre. Ses jambes paraissaient plus lourdes que prévu à cette altitude. Sa respiration, qui aurait dû être contrôlée et régulière pour un homme qui avait fait cela 3 fois, est devenue courte, avec un râle humide, comme si elle ne remplissait plus rien. Il s'est probablement dit que ça passerait. Il était normal que les alpinistes se sentent bizarres là-haut. Mais ensuite, il a eu la tête qui tourne. Les tours de glace autour de lui, les tentes, ses propres mains, tout ce qu'il voyait commençait à se confondre. D'abord, il voyait des formes solides, puis tout est devenu flou, puis ce fut l'obscurité. Il s'est effondré au sol. Bijay souffrait d'un œdème pulmonaire d'altitude. À des altitudes extrêmes, quand le taux d'oxygène chute, les vaisseaux sanguins des poumons laissent du liquide s'échapper dans les alvéoles. Ces petites poches assurent normalement l'échange d'oxygène avec le sang. Si ces alvéoles se remplissent de liquide, chaque respiration revient à respirer de l'eau. Vos poumons sont en train de se noyer de l'intérieur. Et lorsque le sang ne peut plus transporter assez d'oxygène jusqu'au cœur, le cœur s'arrête. C'est le cauchemar médical de tout alpiniste. Ses collègues alpinistes se sont précipités vers lui et ont appliqué tous les protocoles d'urgence correctement. De l'oxygène lui a été administré, le camp de base a été alerté. Le seul traitement médical pour l'œdème pulmonaire d'altitude est de descendre et d'apporter plus d'oxygène dans le sang avant que le cœur n'ait plus rien avec quoi travailler. Mais transporter un homme incapable de bouger du camp 1 à travers la cascade de glace du Khumbu pendant la nuit n'est pas une opération simple. L'itinéraire est un labyrinthe de crevasses, d'échelles, de séracs qui s'effondrent et de cordes fixes dans l'obscurité totale. Son équipe avançait aussi vite que la montagne le permettait. Ce n'était pas assez rapide. Bijay Girmir est mort en redescendant au camp de base. Il n'avait que 35 ans, son effondrement médical soudain a terrifié les alpinistes. Parce que si un homme jeune, en parfaite santé, qui a déjà atteint le sommet 3 fois, peut mourir soudainement du mal des montagnes comme ça, qui est vraiment en sécurité. À ce stade, 2 hommes étaient morts sans avoir atteint la partie supérieure de la montagne. Ce que personne n'osait dire à voix haute au camp de base, mais que tout le monde pensait, c'est que cette saison n'allait faire qu'empirer.
Parce que les morts de Lakpa et Biji ne se sont pas produites isolément. Elles se sont produites dans une cocotte minute qui bouillonnait depuis le mois de mars. Voici le camp de base de l'Everest en avril 2026. Vous voyez cette foule ? Ce n'est pas surprenant, mais c'est quand même franchement inquiétant. Le gouvernement népalais a délivré 492 permis d'ascension de l'Everest pour la saison de printemps 2026. Chacun coûte 15 000 $. C'est le nombre de permis le plus élevé de l'histoire de l'Everest et cela représente plus de 7 millions de dollars rien qu'en frais de permis, ce qui n'est pas surprenant. Le Népal a eu quelques problèmes d'argent récemment et l'Everest est son atout naturel le plus précieux. Il est donc logique que le département du tourisme ait délivré plus de permis que jamais ce printemps, même si cela signifie que la montagne la plus sacrée du Népal se retrouve bondée comme une autoroute lors d'un week-end férié. Maintenant, ajoutez les Sherpas à l'équation. La loi exige que chaque alpiniste étranger ait au moins un Sherpa. La plupart des agences haut de gamme utilisent 2, parfois 3 Sherpas par client, ce qui signifie que la population réelle essayant de monter. Une seule corde fixe approchait les 1000 personnes sur une montagne, toutes concentrées sur une infrastructure qui n'avait jamais géré un volume aussi important. Donc, il ne devrait vraiment pas être surprenant qu'en 2026 quelque chose ait craqué. Et ironiquement, ce n'était pas l'équipement, mais la montagne elle-même. Le 8 avril, les Icefall Doctors, l'équipe spécialisée chargée de sécuriser la route à travers la cascade de glace du Khumbu, sont tombés sur un problème qui était malheureux mais inévitable si l'on suit les tendances météorologiques. Il y avait un bloc de sérac suspendu, un bloc de glace glaciaire d'environ 55 mètres de long et 36 mètres de large qui se fissurait et bougeait activement, positionné directement au-dessus de la seule route qu'ils avaient à travers la cascade de glace. Ce bloc avait la taille d'un immeuble de 10 étages et il était en mouvement. Si ce bloc tombait alors que des alpinistes se trouvaient en dessous, il anéantirait instantanément tout le monde. Et malheureusement, cela s'est déjà produit en 2014 lorsqu'une chute de sérac a déclenché une avalanche qui a anéanti 16 Sherpas. Ne voulant pas répéter la tragédie de l'avalanche massive de 2014, les autorités ont complètement fermé la route. C'était une décision sage. Le problème, c'est que c'était une décision totalement contraignante sur le plan logistique. La route est restée fermée pendant 19 jours éprouvants pendant que les médecins essayaient de définir un itinéraire beaucoup plus sûr. Et pendant qu'ils travaillaient, ce retard a créé un énorme embouteillage mortel. Plus de 400 alpinistes ainsi qu'un groupe encore plus important de membres du personnel de soutien étaient effectivement piégés au camp de base de l'Everest. Leur routine d'acclimatation soigneusement planifiée, parce qu'on ne peut pas simplement gravir l'Everest d'une seule traite, ont été complètement bouleversées. Ils étaient simplement assis là, à gaspiller un temps d'expédition coûteux, de l'oxygène et leur morale, tandis que la courte fenêtre météo que l'Everest accorde à contre-cœur chaque printemps s'écoulait. Les chefs d'expédition se sont rapidement mobilisés pour s'adapter au retard. Certains ont emmené leurs clients sur des sommaires voisins pour maintenir leur acclimatation. D'autres ont simplement attendu, observant le sérac sur la pente au-dessus d'eux et calculant le temps qu'ils perdaient. Mais pourquoi ce sérac était-il là, à cet endroit, au départ ? C'est la question qui rend cette saison véritablement effrayante d'une manière qui va bien au-delà de la seule année 2026. Pour faire simple, l'Everest est en train de fondre. Ils fond littéralement. Un représentant du gouvernement, en poste au camp de base cette saison, a déclaré qu'à la 3e semaine de mai, des rivières coulaient au camp 2 à 6400 mètres d'altitude. C'est quelque chose qui n'arrivait tout simplement pas il y a une génération. Ce que cela signifie structurellement, c'est que le gel profond qui maintenait historiquement le glacier du Khumbu uni jusqu'en avril et en mai disparaît lentement. La glace et les séracs, qui auraient été solidement figés pendant la saison d'alpinisme, commencent maintenant à ramollir plus tôt et plus rapidement. Les fissures attendues s'élargissent maintenant. L'architecture des parties inférieures de la montagne devient de moins en moins fiable chaque année. Et personne n'a de solution à cela car la solution nécessiterait de réparer le climat. Le sérac ne s'est en fait jamais corrigé de lui-même. Et c'est là que la logique de l'Everest moderne devient profondément troublante. Pendant 19 jours, les autorités ont dit à tout le monde que rester sous cette glace fissurée était une mission suicide.
Mais alors que la saison était au bord d'un effondrement financier total, une équipe conjointe d'Icefall Doctors et de guides commerciaux a fait exactement ce qu'ils avaient dit à tout le monde de ne pas faire. Ils sont retournés sous la glace qui se fissurait, forçant un passage à travers. Le danger n'avait pas changé, mais le niveau de désespoir, oui. Les médecins de la cascade de glace ont déclaré ce détour incroyablement risqué et praticable le 28 avril. Les portes se sont ouvertes et un millier de personnes, impatientes et en retard sur le planning, ont commencé à avancer toutes en même temps. Vous avez donc une montagne physiquement moins stable qu'avant pendant la saison d'alpinisme. Vous avez le plus grand groupe d'alpinistes jamais rassemblés sur ces pentes et vous avez un confinement de 19 jours. Cela a compressé chaque rotation d'acclimatation, chaque portage de charge et chaque tentative d'ascension dans une fenêtre déjà incroyablement étroite. Et au milieu de tout ce chaos, ce jeune homme de 20 ans, portant le nom le plus célèbre de l'histoire des Sherpas, se préparait à poursuivre l'héritage de son grand-père. Il s'appelait Fura Tenzing Norgay, il venait de Tang, un petit village du Khumbu situé à l'ouest de Namche Bazar, au Népal. Ce n'est pas vraiment un lieu célèbre selon la plupart des critères. Mais dans le monde de l'alpinisme, en haute altitude, Tang a produit plus d'alpinistes légendaires par kilomètre carré que presque n'importe où ailleurs sur Terre. Comme Apa Sherpa, Mingma Sherpa et, plus célèbre encore, un homme que le monde de l'alpinisme appelait la panthère des neiges, Angrita Sherpa. Angrita était le grand-père de Fora et honnêtement l'un des Sherpas les plus coriaces qui ait jamais existé. Entre 1983 et 1996, il a gravi le mont Everest 10 fois sans oxygène supplémentaire. En 1987, Ang a atteint le sommet de l'Everest en hiver sans oxygène, dans des conditions si brutales que la plupart des alpinistes modernes n'osent même pas tenter l'ascension malgré l'équipement moderne. Je le dis littéralement, cet exploit n'a jamais été répété. Le livre Guinness des records a certifié son ascension comme étant la plus haute ascension de l'Everest jamais réalisée sans oxygène en bouteille pendant l'hiver. Le Népal lui a décerné 2 distinctions nationales et le monde de l'alpinisme lui a donné un surnom, la panthère des neiges. Au moment de sa retraite, le statut d'Angrita dans les cercles d'alpinisme était celui d'un homme dont les poumons et la tolérance à la douleur semblaient fonctionner au-delà des limites humaines normales et s'aligner à continuer à gravir les sommets. Son plus jeune fils, Furang Nuru Sherpa, a eu lui-même un fils. Et ce garçon, Furang Gyalgen, était sur cette montagne le 11 mai 2026 essayant de se faire un nom. Contrairement à son père, le parcours de Furang vers l'alpinisme était peu conventionnel. Avant même de toucher une corde fixe sur l'Everest, il avait étudié en tant que moine et passé du temps dans un monastère. Ce qui l'a poussé à quitter cette vie pour aller vers la montagne n'est pas tout à fait clair. Certaines personnes proches de lui le décriraient plus tard comme quelqu'un de calme, profondément spirituel et d'une discipline inhabituelle, même selon les standards des Sherpas. Mais quoi qu'il ait tiré de la vie monastique, il l'a aussi apporté à son travail en altitude. Il a passé une saison à guider en Autriche, acquérant de l'expérience technique sur le terrain européen et en 2025, sa première année de travail sur l'Everest, il a atteint le sommet à 19 ans. 2026 était censé être l'année où la nervosité d'une première saison laisserait place à la confiance de quelqu'un qui a déjà atteint le sommet du monde. Dans la nuit du 11 mai, Furang Gyalgen était presque prêt pour une nouvelle montée de routine sur l'Everest. Il appartenait à une équipe de Sherpas transportant du matériel sur la face du Lhotse vers le camp 3 pour préparer l'arrivée de clients très en retard sur le planning. C'est le travail peu glamour mais absolument essentiel que font les Sherpas et qui rend possible l'ascension de l'Everest. Vous vous demandez probablement pourquoi diable il grimpait la nuit. J'ai ressenti la même chose en découvrant cette histoire. L'escalade de nuit sur une paroi de glace presque verticale à 7000 mètres d'altitude semble complètement folle. Mais ce qui est drôle avec la face du Lhotse, c'est que la nuit est le moment le plus sûr pour grimper. Quand le soleil frappe la glace exposée pendant la journée, la surface ramollit. La neige qui était dure comme de la pierre à 4 heures du matin devient meuble et instable à midi. Donc, les Sherpas qui transportent de la décharge partent presque toujours la nuit. C'est brutal, bien sûr, mais c'est plus sûr,
Ou du moins ça devrait l'être. Fura et l'équipe ont quitté le camp 2 à 19 heures, et contrairement à ce que l'ACPA a affronté plus tôt, la face du Lhotse n'est pas du tout un sentier de randonnée. C'est un mur de glace bleue incliné à des angles pouvant dépasser 50 degrés aussi dur que du béton et suffisamment froid pour brûler la peau exposée en quelques secondes. C'est comme essayer d'escalader un gratte-ciel de verre gelé à 7000 mètres d'altitude dans le noir complet tout en respirant à travers une paille. À cette altitude, chaque mouvement devient mécanique. Clips avance, respire, répète. Une erreur là-bas ne se termine généralement pas par une simple entorse. Elle finit sur une chute qui accélère sans cesse. Fura et les autres Sherpas avançaient lentement vers le haut dans l'obscurité, sous la lueur des lampes frontales reflétées par la glace. Chacun d'eux portait de lourdes charges attachées à leur dos. Des bouteilles d'oxygène, des tentes, des cordes, des réchauds et de la nourriture. Ils ont grimpé pendant des heures. Au-dessus d'eux, le camp 3 s'accrochait à la montagne comme une rangée de minuscules cicatrices oranges taillées directement dans la pente. En dessous d'eux, le glacier du Khumbu disparaissait dans l'obscurité. Vers 23 heures, Furo atteignit l'un des points d'ancrage de la corde fixe sur la face du Lhotse. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut comprendre comment fonctionne le système de corde fixe. Avant que tout client ou Sherpa ne tente de grimper au-dessus du camp de base, une équipe spécialisée appelée les poseurs de cordes fixes passe devant tout le monde et fixe physiquement des boulons d'ancrage dans la roche et la glace à intervalles réguliers tout au long de l'itinéraire. Ensuite, ils passent une corde statique épaisse à travers ces ancrages depuis le bas de la face du Lhotse jusqu'au col sud à 8000 mètres d'altitude. Cette corde reste en place pendant toute la saison. Ce n'est pas un système de poulie, il ne vous déplace pas. Ce qu'elle fait, c'est donner à chaque grimpeur sur la montagne quelque chose à quoi s'attacher pour que si leurs pieds glissent, ils ne meurent pas. L'appareil que vous utilisez pour vous y attacher s'appelle un jumar. C'est une pince métallique qui se verrouille sur la corde et glisse librement vers le haut, mais qui mord et serre lorsqu'elle reçoit du poids venant d'en bas. Vous l'attachez à votre baudrier avec une longe courte et à partir de ce moment-là, vous êtes relié à la montagne elle-même. Un faux pas devient une secousse et un ego meurtri. Sans cela, ce même faux pas devient une chute le long d'une paroi de glace inclinée à 50 degrés à 7000 mètres d'altitude. Chaque alpiniste sur la face du Lhotse cette nuit-là a été d'abord attaché, mais voici le problème inévitable du système de corde fixe. La corde est ancrée à la montagne à intervalles réguliers et chaque fois qu'un alpiniste atteint l'un de ces points d'ancrage, il doit effectuer la même petite série d'actions. Détacher le jumar de la corde sous l'ancrage, le déplacer au-dessus de l'ancrage, puis se rattacher. L'ensemble de la manœuvre prend 3 secondes, peut-être 4 si tes gants sont épais et que tes doigts sont engourdis par le froid. Les grimpeurs le font des dizaines de fois lors d'un seul portage, des centaines de fois au cours d'une expédition entière. Ça devient un automatisme. Mais pendant ces 3 ou 4 secondes, entre le moment où tu te décroches sous l'ancrage et le moment où tu te raccroches au-dessus, tu n'es attaché à rien. La corde est juste là. Ton harnais est juste là. Mais ils ne sont pas reliés l'un à l'autre. Si tes pieds passent par cette fenêtre, rien ne te sépare de la chute sur toute la distance que la montagne voudra t'emporter. Et ce soir-là, vers 23 heures, Fura a atteint un point d'ancrage. Il a décroché sa corde pendant 3, peut-être 4 secondes. Il était aussi exposé qu'un homme debout sur cette glace sans aucun équipement. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se rattacher à l'ancrage et il serait de nouveau en sécurité. Mais à ce moment-là, à cet instant précis dans le noir, avec un sac chargé sur le dos, Fura a perdu pied. Bien que personne ne sache exactement ce qui s'est passé dans le noir cette nuit-là, c'est là que la faille fatale du système de corde fixe a frappé. Il est tombé de la paroi de la montagne. Fura est tombé d'environ 400 mètres le long de la montagne et s'est arrêté dans une crevasse entre les camps 2 et 3. Ses coéquipiers, les hommes qui avaient quitté le camp, 2 avec lui 4 heures plus tôt et qui escaladaient la même paroi, n'ont pu que le regarder impuissant dans le faisceau de leur lampe frontale pendant sa chute. Ils ne pouvaient rien faire. Lorsqu'il s'est finalement arrêté, ils sont partis à sa recherche. En pleine nuit, en altitude, ces hommes sont descendus dans cette crevasse pour le retrouver.
Impossible de trouver les mots pour dire à quel point c'était courageux. Ils ont réussi à extraire physiquement son corps de la crevasse et ont prodigué les premiers secours, mais il était trop tard. Les blessures subies lors de la chute étaient incompatibles avec la vie. Il a été déclaré mort sur place. L'équipe l'a transporté jusqu'au camp 2 et un hélicoptère est venu le chercher au lever du jour. Comme ça, le petit-fils du léopard des neiges était parti et les alpinistes n'avaient même pas eu la chance de tenter le sommet. Honnêtement, à la mi-mai 2026, cette saison sur l'Everest ressemblait à un véritable désastre. 3 professionnels locaux étaient morts. L'itinéraire avait été fermé pendant 19 jours et personne, pas une seule personne, n'avait atteint le sommet en raison des conditions météorologiques après la réouverture de la voie. Si une tentative d'ascension devait avoir lieu, elle serait extrêmement précipitée. Et toute personne qui connaît un tant soit peu la longue et sombre histoire chaotique de l'Everest sait qu'une tentative d'ascension de l'Everest bondé est une ligne de mort qui n'attend que de se produire. Et pour 2 alpinistes, ce fut ainsi. Mais nous y reviendrons plus tard. Je me demande si, à ce moment-là, quelqu'un s'est arrêté pour se demander si la montagne n'avait pas déjà donné sa réponse, car l'Everest a ce schéma étrange qui se répète sans cesse à travers l'histoire. Plus la pression monte sur la voie, plus la montagne semble punir la précipitation. Le retard crée des goulets d'étranglement. Les goulets d'étranglement créent du désespoir. Le désespoir pousse les gens à ignorer les signes d'avertissement qu'ils respecteraient normalement à une altitude plus basse. Et au 20 mai, la pression à l'intérieur du camp de base était devenue énorme. Les clients avaient dépensé entre 40 000 $ et plus de 100 000 $ pour être là. Beaucoup avaient des emplois, des sponsors, des engagements médiatiques et des réserves d'oxygène limitées liées à des délais très serrés. Les organisateurs d'expéditions jouaient toute leur saison financière sur la réussite des ascensions. Les Sherpas, ayant déjà perdu des proches, avaient encore des équipes dépendant d'eux pour atteindre le sommet. Alors, lorsque les prévisionnistes ont enfin repéré une fenêtre météo exploitable le 20 mai 2026, toute la montagne s'est précipitée. Près de 500 alpinistes et Sherpas ont commencé à se diriger vers le sommet par vagues successives en empruntant la voie du col sud. Les lampes frontales dessinaient des veines lumineuses sur la montagne sombre. Le camp 4 est rempli d'alpinistes épuisés qui essaient de s'hydrater, de faire fondre de la neige et de conserver leur oxygène avant la nuit de l'ascension. Mais l'Everest ne devient pas plus sûr parce que les gens sont impatients. À 20h30, le 19 mai 2026, les premières équipes d'ascension quittaient déjà le col sud et disparaissaient dans l'obscurité au-dessus du camp 4. À près de 8000 mètres d'altitude, il n'y a aucune façon confortable de commencer une tentative vers le sommet. On ne se réveille pas en se sentant reposé. De toute façon, on n'a pas vraiment dormi. Vous venez simplement de rester allongé dans une tente gelée, à écouter le vent essayer de déchirer la toile pendant que votre corps consomme lentement sa propre masse musculaire juste pour maintenir vos organes en fonctionnement. Quand il est temps de partir, chaque mouvement est une négociation avec l'épuisement. Fermez votre combinaison en duvet, forcez vos pieds enflés dans des bottes gelées, attachez les crampons avec des gants épais pendant que vos doigts hurlent de froid. Ensuite, vous tirez le masque à oxygène sur votre visage. À partir de ce moment-là, tout votre univers se réduit au sifflement rythmique du détendeur et au petit cercle de lumière vacillant projeté par votre lampe frontale. Normalement, grimper dans la zone de la mort est une expérience profondément isolante. Mais dans la nuit du 19 mai, alors que les alpinistes progressaient sur la face triangulaire vers un point de repère appelé le balcon, ils n'entraient de pas dans le vide solitaire. Ils montaient sur un tapis roulant lent de souffrance humaine. Parce que la température ambiante ici avoisine les moins 40 degrés, vous êtes attachés à une seule corde en nylon. Et quand vous levez les yeux vers la montagne, vous ne voyez pas seulement de la glace, vous voyez une ligne ininterrompue et lumineuse de centaines de lampes frontales qui s'étendent dans l'obscurité. C'est une image saisissante pour une photographie, mais c'est un véritable cauchemar en réalité, parce que chacune de ces lumières appartient à une personne qui avance à une fraction de mile à l'heure, et vous ne pouvez pas les dépasser. Lorsque le soleil s'est enfin levé, le 20 mai, l'ampleur terrifiante de l'embouteillage est devenue visible. Je pense que cette photo lui rend justice.
Les alpinistes avançaient péniblement, pas après pas, vers le sommet sud à 8748 mètres. À partir de là, ils devaient encore attendre leur tour pour franchir la corniche Hillary, puis affronter la dernière arête, terriblement exposée, menant au sommet. Malgré le rythme éprouvant ce jour-là, un nombre incroyable de 274 personnes ont atteint le sommet du mont Everest le 20 mai 2026. Ils ont complètement pulvérisé le précédent record journalier de 223 personnes, établi en 2019, une saison déjà tristement célèbre pour sa surpopulation. Le lendemain, 154 autres personnes allaient le suivre. Cela fait plus de 400 personnes qui se sont retrouvées au sommet du monde en l'espace de 48 heures. Quand on lit cette statistique dans un titre, cela ressemble à un triomphe, une immense victoire logistique pour les organisateurs. Atteindre le sommet de l'Everest n'est que la moitié du travail. En fait, c'est la partie facile, car au moment où les alpinistes prenaient leurs photos au sommet, enlevant leurs masques pour des selfies souriants, le prix physiologique de cet énorme embouteillage commençait à se payer. Pour une agence de guide, en particulier, appelée Pioneer Adventures, cette fenêtre de 24 heures est devenue un véritable cauchemar, car ils étaient sur le point de perdre 2 de leurs clients les plus expérimentés, coup sur coup. Et une tragédie si étroitement liée qu'on dirait un scénario écrit à l'avance. Le premier était un professionnel de la technologie de 46 ans originaire de l'Arizona, nommé Sandeep Ahare. Sandeep était un architecte principal travaillant à Phoenix, en Arizona. Originaire de l'Andhra Pradesh, en Inde, c'était un homme qui avait passé sa vie à gérer des données d'entreprises complexes, des systèmes et de la logique. Avec un MBA en finance et 2 décennies de leadership technique, on n'atteint pas son niveau sans savoir évaluer les risques et exécuter un plan méticuleux. Il ne s'est pas juste réveillé un jour en décidant de payer pour gravir l'Everest. Sandeep était un athlète d'endurance sérieux. Cet homme avait parcouru à plusieurs reprises l'épuisant sentier du Grand Canyon d'une rive à l'autre. Il a escaladé le mont Kilimandjaro en 2024. Il a gravi la Concagua, la plus haute montagne d'Amérique du Sud, seulement quelques mois auparavant, au début de 2026. Il avait même fait les treks du camp de base de l'Everest et du Lobuchest l'année précédente, précisément pour acclimater son corps à l'Himalaya. Pioneer Adventures, l'équipe avec laquelle il s'est inscrit, l'a décrit comme l'un des grimpeurs les plus forts de leur groupe. Il a fourni les efforts nécessaires et vers 11h00 le 20 mai, ces efforts ont porté leurs fruits. Sandeep se tenait au sommet du mont Everest. Mais ce qui s'est passé ensuite semble tout droit sorti d'un film. Alors qu'il se tenait au sommet du monde, Sandeep voulait immortaliser ce moment. Il a retiré ses lunettes pour prendre quelques photos en tenant ses drapeaux. C'est alors que tout a mal tourné. Vous voyez, enlever vos lunettes de soleil pour une photo au niveau de la mer, ce n'est rien. À 8848 mètres, c'est un énorme risque. Là-haut, l'atmosphère est tellement raréfiée qu'elle n'offre pratiquement aucune protection contre le rayonnement ultraviolet du soleil. Lorsque cette lumière UV pure et non filtrée frappe la neige d'un blanc éclatant et se reflète directement dans vos yeux non protégés, elle peut brûler la surface de vos cornées. Sandeep a remis ses lunettes de protection et a commencé sa descente, mais les dégâts s'étaient déjà faits. Il n'a probablement rien ressenti au début. La mécanique cruelle de la cécité des neiges, c'est qu'elle ne punit pas les alpinistes sur le moment. La cornée absorbe le rayonnement en silence. Pendant 1 heure, peut-être 2, rien ne semble anormal. Puis, vos yeux commencent à piquer et à brûler. C'est exactement ce qui s'est passé. Quelque part pendant cette descente, la vision de Sandeep est devenue blanche puis noire. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux sans ressentir une douleur telle que son corps reculait instinctivement. Et il était piégé dans la zone de la mort, quelque part au-dessus du camp 4, à 8230 mètres sur une montagne qui avait déjà tué des dizaines de personnes en parfaite condition physique. Sandeep était coincé. Il ne pouvait plus bouger. Et comme sa descente était arrêtée, son corps a été forcé de passer encore plus de temps dans la zone de la mort à 8800 mètres. L'exposition prolongée, aggravée par les énormes embouteillages qu'il avait subis lors de l'ascension, a déclenché un œdème cérébral d'altitude, HACE.
Du liquide a commencé à s'accumuler dans son cerveau, provoquant un gonflement contre sa boîte crânienne. Il était en train de mourir là-haut, et il n'y avait aucun moyen pour lui de se sauver. Lorsque son organisateur d'expédition a appris qu'il était coincé, ils ont immédiatement mobilisé une équipe d'intervention d'urgence. Ils ont dépêché une équipe de 5 guides Sherpas hautement qualifiés qui ont gravi la montagne à contre-courant de la foule descendante et ont réussi à l'intercepter près du sommet sud. Ce qui a suivi fut l'une des opérations d'extraction les plus éprouvantes de la saison. Guider un homme complètement aveugle à travers l'une des sections les plus techniquement exigeantes de la haute montagne est une tâche incroyablement dangereuse qui demande une énergie colossale. Chaque fois que ces 5 Sherpas descendaient, Sandip au-dessus d'une marche rocheuse, ils consommaient leur propre réserve d'oxygène limitée. Ils risquaient leur propre vie dans la même fenêtre météo, dans le même goulet d'étranglement qui venait tout juste de briser leurs clients. Pendant 48 heures éprouvantes, ces Sherpas ont refusé de l'abandonner. Ils l'ont physiquement porté à travers la zone de la mort pendant la nuit jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement la relative sécurité du camp 2. Rayonnant de joie, ils ont appelé l'équipe de l'expédition pour annoncer leur réussite. Ils avaient réussi à sortir un homme aveugle et mourant de la zone de la mort. C'était une extraction miraculeuse, ou du moins le pensait-il. Malgré avoir survécu à l'extraction, les dommages physiologiques causés par cette exposition prolongée étaient tout simplement trop importants. Il est décédé le 22 mai au camp 2. Alors que Sandip rendait son dernier souffle au camp 2, un autre homme était complètement piégé au sommet de la montagne. Sandip et cet homme se connaissaient. Tous deux étaient des professionnels de la technologie indien. Ils partageaient le camp de base et mangeaient sous la même tente. Ils se sont acclimatés selon le même planning et ils ont été piégés dans le même énorme embouteillage. Ils se sont presque certainement souhaité bonne chance alors qu'ils se préparaient pour leur tentative d'atteindre le sommet. Et à moins de 24 heures d'intervalle, ils ont rencontré le même problème sur l'Everest. Petit détour, chaque mois, il y a une histoire qui n'est jamais publiée sur YouTube. Elle est là si vous la voulez. Patreon, lien ci-dessous. Maintenant, où en étions-nous? Il s'appelait Arun Kumar Tiwari. C'était un professionnel senior de l'informatique de 53 ans, originaire d'Hyderabad. Et contrairement à beaucoup d'alpinistes de l'Everest qui achètent des permis et comptent sur leur guide pour les tirer le long des cordes, Arun était un alpiniste profondément et véritablement expérimenté. Il cochait activement les 7 sommets, qui sont les plus hauts sommets de chaque continent. Il avait gravi le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Il avait escaladé le mont Elbrus en Russie. Il s'était tenu au sommet du Kilimandjaro en Afrique et de l'Aconcagua en Amérique du Sud. C'était un homme qui comprenait les montagnes. Mais plus important encore, il comprenait son propre corps. Juste l'année précédente, en 2025, Arun avait tenté l'Everest. Il a payé les frais, suivi l'entraînement et grimpé jusqu'à environ 7200 mètres quelque part autour du camp 3. Et pendant qu'il était là-haut, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Son rythme était trop lent. Son corps ne récupérait pas comme il le fallait après les rotations d'acclimatation. Maintenant, quand on a dépensé des dizaines de milliers de dollars et des années de sa vie à se préparer pour cet objectif précis, l'envie psychologique de continuer à avancer est écrasante. On appelle ça la fièvre du sommet et ça tue des gens chaque année. Arun n'avait pas la fièvre du sommet. Il a regardé son rythme, il a regardé la montagne et il a pris la décision incroyablement difficile mais incroyablement intelligente de faire demi-tour. Il savait que s'aventurer dans la zone de la mort dans des conditions moins qu'idéales augmenterait considérablement son risque de cécité des neiges, d'engelures et de mort. Il respectait la montagne et il respectait ses limites. Alors il est rentré chez lui vivant. Mais lorsque Arun est retourné à l'Everest au printemps 2026, il s'est retrouvé face à une montagne complètement différente. Il a dû faire face au retard de 19 jours causé par le sérac suspendu. Il est resté au camp de base pendant des semaines, regardant sa fenêtre météo se rétrécir. Rappelle-toi, Arun avait 53 ans. C'était sans doute sa dernière chance réelle d'atteindre le sommet. C'était maintenant ou jamais. Et lorsque la voie s'est enfin ouverte, il a été emporté par cette vague massive et désespérée d'alpinistes, tous essayant de se faufiler à travers le même goulet d'étranglement. Le jeudi 21 mai, Arun a entamé son ascension finale.
Mais il a été pris dans exactement le même embouteillage lent et éprouvant qui avait brisé Sandip la veille. Chaque pas en avant signifiait faire la queue. Chaque heure passée à attendre signifiait consommer des réserves d'oxygène limitées. Finalement, Haroun a réalisé son rêve. Il a atteint le sommet du mont Everest, mais il est arrivé au sommet vers 17h30. Si vous ne connaissez pas les horaires de demi-tour de l'Everest, sachez simplement que la plupart des chefs d'expédition réputés ont une règle stricte. Si vous n'êtes pas au sommet à 13h ou 14h au plus tard, vous faites demi-tour. C'est un calcul simple. Si vous atteignez le sommet à 17h30, cela garantit que toute votre descente se fera dans l'obscurité totale. La température ambiante chutera de 20 ou 30 degrés dès que le soleil passera sous l'horizon. Vous devrez donc naviguer sur le terrain le plus traître et le plus vertigineux de la planète alors que votre corps sera complètement et totalement vidé. C'est une punition. Vous vous demandez sûrement, si la règle de demi-tour est si stricte, pourquoi son guide Sherpa ne l'a-t-il pas forcé à redescendre ? Eh bien, la vérité, c'est qu'ils l'ont presque certainement fait. Les Sherpas sont des guides, pas la police de la montagne. Lorsqu'un client, qui a payé des dizaines de milliers de dollars est pris de la fièvre du sommet et refuse catégoriquement de faire demi-tour, un guide ne peut pas le plaquer physiquement et le traîner vers le bas. Quelle que soit l'envie désespérée qui a poussé un homme prudent comme Haroun à regarder ses guides dans les yeux, à ignorer leur limite de demi-tour et à continuer à grimper jusque tard dans l'après-midi, cela lui a tout coûté. Alors que le soleil se couchait et que la température chutait, Haroun entama sa descente, accompagné d'un guide Sherpa expérimenté de Pioneer Adventures. Ils ont allumé leur frontal. L'épuisement qui s'installait était profond. À ce stade, il grimpait depuis plus de 16 heures. Et alors qu'il approchait du ressaut Hilary, son corps a finalement cédé. Rappelez-vous, le ressaut Hilary est une paroi verticale de 12 mètres composée de roches et de glace déchiquetée située à 8748 mètres d'altitude. La gravir est difficile. La descendre dans le noir, à reculons, tout en portant des crampons et un masque à oxygène, c'est terrifiant. Juste à côté de cet obstacle, Haroun a commencé à vomir du sang. Voilà à quoi ressemble un œdème pulmonaire d'altitude à 8750 mètres dans le noir. Le liquide qui avait silencieusement envahi ses poumons avait atteint un point où son corps essayait de l'expulser de la seule façon possible. C'est exactement la même condition qui a tué Busy Gomir plus bas sur la montagne quelques jours plus tôt. Mais contrairement à Busy, qui était relativement bas sur la montagne lorsque son JPE s'est déclaré, Haroun était à 8750 mètres d'altitude. Il était dans le noir et il était complètement à bout de force. Son Sherpa a immédiatement appelé à l'aide. 3 autres guides qui se trouvaient à proximité ont abandonné leurs itinéraires pour aider. Les 4 guides Sherpa ont désespérément essayé de le stabiliser. Ils ont tenté de le garder éveillé et de l'aider à descendre. Mais soyons réalistes, on ne peut pas traîner un homme mourant hors d'état de bouger sur une paroi rocheuse verticale de 12 mètres dans le noir. Malgré les efforts frénétiques et héroïques des Sherpas, il n'a pas pu être réanimé. Haroun Kumar Tiwari est mort là, dans la neige, près de la Hilary Steppe. Son corps y repose encore aujourd'hui. Récupérer un corps près de la Hilary Steppe est l'une des opérations les plus complexes et extrêmement dangereuses au monde. Cela nécessite une équipe dévouée de Sherpas prêts à risquer leur propre vie dans la zone de la mort, rien que pour dégager un corps gelé de la glace et le descendre sur des milliers de mètres. Cela coûte plus de 100 000 $ et de nombreuses familles, ainsi que le gouvernement népalais, préfèrent laisser la montagne garder ses morts plutôt que de risquer d'autres vies pour une opération de récupération des corps. Cette saison 2026 a montré à quel point l'Everest devient imprévisible. Votre expérience passée ne vous sauvera pas. La réputation de votre grand-père ne vous accorde aucune immunité. Même une randonnée normale et ennuyeuse jusqu'au camp de base peut devenir fatale et la logistique nécessaire pour maintenir des humains en vie à 8800 mètres commence à complètement s'effondrer sous le poids de l'ambition commerciale et de l'effondrement climatique. Mais il y a de l'espoir car le gouvernement népalais est dans les dernières étapes de l'adoption d'un nouveau mandat radical. Bientôt, toute personne demandant un permis pour l'Everest sera légalement tenue de réussir d'abord l'ascension d'une montagne de 7000 mètres située spécifiquement au Népal. L'idée est d'écarter les personnes inexpérimentées
et de s'assurer que ceux qui encombrent la zone de la mort savent réellement comment leur corps réagit à des altitudes extrêmes avant d'y arriver. Reste à voir si cela rend réellement la montagne plus sûre ou s'il ne s'agit que d'une autre politique financière destinée à stimuler l'économie locale du trekking. Mais une chose est certaine, sur l'Everest, la survie ne s'achète pas. La montagne aura toujours le dernier mot. Les décès sur l'Everest en 2026 ont un point commun. Tous sont morts en poursuivant leurs rêves. Mais ce Sherpa a conduit 3 alpinistes ukrainiens au sommet de l'Everest juste pour tourner une vidéo promotionnelle. Il a réussi, mais lorsqu'il s'est effondré lors de la descente et a eu besoin de leur aide pour survivre, ce qu'ils ont fait ensuite a été l'une des pires trahisons envers un Sherpa sur l'Everest. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine vidéo.